Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger des exercices sur les formes d'énergie, qui est un chapitre du programme de 3e prépa métier. Donc on va commencer cette série d'exercices avec celui-ci. Donc petit exercice sur les énergies, avec une vitesse limite autorisée pour les automobiles dans une agglomération à 50 km/h. Donc la première chose qu'on demande, c'est de convertir cette vitesse en mètres par seconde, pour ensuite, en deuxième question, calculer l'énergie cinétique. Donc là, on a clairement un enchaînement de questions qui est de l'application directe du cours sur les formes d'énergie avec l'utilisation de la formule de l'énergie cinétique. Quant à la conversion de vitesse, la première question, normalement, ça doit être maîtrisé puisque c'est une notion qui revient dans plusieurs chapitres. Donc pour la première question, convertir cette vitesse en mètres par seconde, donc 50 km/h. Déjà, pour le convertir en mètres par seconde, il faut convertir des kilomètres en mètres. Donc, dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres, donc on multiplie par 1000. C'est 50 km par heure. On a bien dans l'unité ici le slash qui indique que c'est kilomètres divisé par des heures. Donc, dans une heure, il y a 3600 secondes, donc on va diviser par 3600. Et le calcul nous donnera 13,88888, etc. Donc on pourra arrondir à 13,89 mètres par seconde. Pour la deuxième question, calculer l'énergie cinétique d'une voiture de 1,2 tonnes se déplaçant à cette vitesse. Alors, je rappelle que la formule pour l'énergie cinétique, c'est EC est égal à 1,5 de mv au carré. Avec la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Ça tombe bien, on vient de la convertir. Donc 1,5 fois la masse, 1,2 tonnes, ça nous donne du 1200 kg fois la vitesse élevée au carré, le vitesse 13,89 au carré. Et là, en faisant le calcul, on va trouver l'énergie cinétique en joules. Et on trouvera 115 593. J'arrondis à l'unité, bien sûr, parce qu'il y a des chiffres après la virgule. On n'oublie pas, bien sûr, la phrase de conclusion. Dans le cas présent, elle est nécessaire. Pour la troisième question, quelle serait son énergie cinétique s'il traversait l'agglomération à 130 km/h? Quelle conclusion peut-on en déduire quant à la sécurité? Alors là, 130 km/h, il faut refaire exactement les mêmes choses, donc le même enchaînement question 1, question 2, mais avec une vitesse de 130 km/h. Donc, la conversion de la vitesse en km/h à vitesse en mètres par seconde, le calcul de l'énergie cinétique, la phrase de conclusion par rapport au calcul de l'énergie cinétique, et les conclusions par rapport à la sécurité, tout simplement, il est moins dangereux de rouler à 50 km/h, parce que l'énergie cinétique est plus basse. Voilà pour ce premier exercice. On va maintenant passer à la correction du second exercice que voici. Donc là, cette fois-ci, on étudie une horloge coucou, où on dit qu'il faut remonter des contrepoids pour enclencher différents mécanismes, le pendule, la coucou. Et on demande quelle forme d'énergie les contrepoids possèdent-ils lorsqu'ils sont remontés. Alors là, on est sur une énergie qui dépend de la position, donc de l'altitude. Remonter un contrepoids, ça veut dire simplement lui faire gagner de l'altitude. Donc là, en l'occurrence, ça sera une énergie potentielle. C'est ni plus ni moins qu'une application directe du cours. Il faut simplement le rédiger.
Je rappelle que la définition de l'énergie potentielle, c'est une énergie qui dépend de la position. Donc, dès qu'on parle de remonter quelque chose, de faire gagner en altitude, c'est énergie potentielle. La question 2, sous quelle forme cette énergie se transforme-t-elle au cours de la descente des contrepoids et au niveau de chaque mécanisme? Donc là, quand ils descendent, ils ont une vitesse. Et donc il y a un mouvement. Et c'est l'énergie cinétique dès qu'il y a un mouvement. Là, pareil, c'est de la définition, même de l'énergie cinétique, qu'on peut dire que c'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est associé au mouvement. Ensuite, la question 3, dessiner un schéma de conversion d'énergie représentant cette situation. Alors, le schéma de conversion d'énergie, c'est quelque chose d'assez simple, encore faut-il avoir bien compris ce qu'il en était. Alors, déjà, ce qui va convertir, c'est quoi? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. C'est pas le contrepoids en lui-même qui va convertir l'énergie, pas spécialement, c'est plutôt l'horloge en elle-même. On va lui apporter de l'énergie potentielle et elle va sortir de l'énergie cinétique. C'est un peu le principe, c'est l'ensemble en fait qui effectue la conversion de l'énergie. Donc, alors, la première chose à faire, c'est de marquer notre convertisseur. Alors, c'est le contrepoids, on pourrait le mettre, pourquoi pas, ça peut se justifier. On peut aussi mettre, comme je vous l'ai dit, l'horloge en entier, ça pourrait marcher également. On pourrait aussi mettre le coucou en lui-même, ça pourrait marcher. Bon, dans la logique de l'exercice, on a surtout les contrepoids, donc on va vraiment cibler particulièrement les contrepoids. Tout ça, ça se justifie. Si vous avez d'autres idées, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. Ce genre de schéma, toute idée, à partir du moment où elle est justifiable d'un point de vue physique, peut fonctionner. Donc ce qui arrive au niveau des contrepoids, c'est uniquement l'énergie potentielle qu'on leur donne. Et ce qui en sort, c'est l'énergie cinétique. Donc une flèche qui arrive, une flèche qui repart. Et on marque la nature de l'énergie dans chacune des flèches. Et c'est tout. Là, on a fait le schéma de conversion de l'énergie et il n'y a rien d'autre. Donc là, c'est vraiment très simple. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. On pourrait rajouter éventuellement la source d'énergie pour l'énergie potentielle. Bon, là, pour le coup, bon, pourquoi pas dire que c'est une personne. Ça se discute. Là, pour le coup, on remonte, donc c'est manuel, donc c'est une personne qui est la source de l'énergie potentielle. Pourquoi pas? Il y a d'autres schémas qui peuvent être beaucoup plus faciles à faire, comme notamment quand on a de l'énergie électrique, où là, ça vient forcément d'un générateur. Là, il y a moins de doutes là-dessus. Là, on est sur quelque chose où il y a beaucoup de choses qui se discutent. Donc, comme j'ai dit, justifiez bien vos réponses. Soyez en mesure d'expliquer ce que vous faites. Et si ça tombait au moment du brevet, surtout pensez bien à justifier ce que vous faites. Si c'est justifié, que c'est cohérent, que votre justification est correcte et tient la route, il n'y a aucun problème, vous aurez les points. On continue avec le troisième exercice que voici. Donc pour ce premier exercice, on est avec David qui pratique le cyclisme. Donc il fait une sortie au cours de laquelle il gravit le col de Sainte-Marie-aux-Mines et redescend dans la vallée de la Meurthe. Donc la source d'énergie nécessaire à David pour pédaler, c'est la nourriture.
Là, c'est de la culture générale. Pour utiliser vos muscles pour faire un effort physique, eh bien, il faut avoir mangé avant, sinon vous n'êtes pas très bien. Ensuite, quelle forme d'énergie est transférée à David par cette source d'énergie? Voilà, c'est un petit peu délicat à trouver, il fallait bien réfléchir. C'est de l'énergie chimique. Pourquoi? Parce que c'est par le biais de réactions chimiques que le corps va être capable de convertir ce qu'on mange en énergie exploitable par les muscles. L'énergie reçue est convertie par les muscles en énergie cinétique, puisque les muscles entraînent un mouvement, mais aussi, il y en avait une autre, c'est en énergie thermique. Tout simplement, quand vous faites du sport, vous avez tendance à transpirer, vous avez tendance à avoir plus chaud, parce que les muscles dégagent de la chaleur quand ils fonctionnent. Donc ça, il fallait y penser. Compléter le schéma de conversion de l'énergie des muscles, donc question 4, celle-là on va la faire directement. Donc la source d'énergie dans le cadre violet ici, ça va être la nourriture. Ensuite, l'énergie première, c'est l'énergie chimique. Convertie par les muscles en énergie cinétique. Et en énergie thermique. Bon, au passage, le schéma là résume tout ce qu'on a marqué ici. Autrement dit, si vous savez faire ce schéma, vous savez répondre aussi à toutes les questions de ce genre. Donc ça, c'était pour la première partie du problème. Maintenant, la deuxième partie, avec les trois questions qui restent. On va voir quelle forme d'énergie David gagne-t-il lors de l'ascension du col. Pour la cinquième question, quelle forme d'énergie gagne-t-il lors de l'ascension du col? C'est l'énergie potentielle. Je rappelle, on est sur une position, on change de position dans un col quand on le monte, donc on gagne en altitude, donc énergie potentielle. Toujours se ramener à la définition d'énergie potentielle, c'est position, donc potentiel, l'un va avec l'autre. Arrivant au haut du col, David est épuisé et commence la descente sans pédaler ni freiner. À quelle conversion d'énergie assiste-t-on? Si on ne pédale pas et qu'il ne freine pas, l'énergie potentielle est convertie directement et uniquement en énergie cinétique. Pour la septième question, David freine pour s'arrêter. Les freins se comportent comme un convertisseur d'énergie. Complétez le schéma de conversion de l'énergie des freins. Alors, déjà, il est en mouvement, donc l'énergie qui est apportée, c'est de l'énergie cinétique. Ensuite, les freins. On va me demander en quoi ils peuvent se convertir l'énergie. Alors, vous pouvez faire une petite expérience chez vous. C'est, vous avez un vélo, vous faites du vélo et vous freinez. En toute sécurité, bien sûr. Le but n'est pas de freiner n'importe comment, mais freinez souvent. Lancez-vous, freinez et faites ça plusieurs fois. Et touchez les freins après. Vous verrez qu'ils sont chauds. Tout simplement parce que les freins, quand ils absorbent de l'énergie, ça devient de l'énergie thermique. Et c'est comme ça que les freins dissipent l'énergie. C'est aussi pour ça que, notamment en voiture, quand il y a des pentes à descendre, il est fortement déconseillé de freiner en permanence, parce que si les freins chauffent trop, ce qui peut arriver si on freine tout le temps sans jamais s'arrêter pour les laisser refroidir, et bien au bout d'un moment, ils lâchent. Donc là où il y a des accidents. Donc voilà pour ce troisième exercice, qui n'était pas un exercice très dur en soi, mais qui s'attelait vraiment aux conversions d'énergie. Donc si vous avez bien compris comment fonctionnent les conversions d'énergie, ce n'était pas un exercice difficile. Si par contre l'exercice vous a posé des problèmes, revoyez bien la partie sur la conversion d'énergie. C'est vraiment pas quelque chose de difficile. Vous se demandez qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui ressort. Une fois que c'est compris, il n'y a pas de problème. Donc l'exercice suivant, qui était un exercice de type brevet.